Et si le récit le plus troublant de l'alunissage d'Apollo 11 n'avait pas été raconté par Neil Armstrong ou Buzz Aldrin, des décennies après la mission, un astronaute moins connu a enfin brisé le silence pour révéler des secrets glaçants de son voyage autour de la face cachée de la Lune. Qui est-il? Et quels événements terrifiants a-t-il vécu seul en orbite lunaire? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons dévoiler ces vérités. Commençons. Nous sommes en 1962 et les États-Unis sont engagés dans la compétition technologique la plus intense de l'histoire humaine. Le président John F. Kennedy avait lancé un défi audacieux en promettant d'envoyer des hommes sur la Lune avant la fin de la décennie, mais derrière l'enthousiasme patriotique et les succès scientifiques se cachait une réalité plus sombre que peu de personnes comprenaient à l'époque. Le programme Apollo ne concernait pas seulement l'exploration. Il s'agissait de démontrer la supériorité américaine au sommet de la guerre froide. Chaque décision, chaque risque, chaque vie humaine engagée servait cet objectif politique plus large. La pression était énorme, et elle allait créer des tensions psychologiques auxquelles aucun entraînement ne pouvait vraiment préparer les astronautes. Le projet Apollo de la NASA était une série de missions soigneusement planifiées et de plus en plus complexes. Des vols suborbitaux aux manœuvres en orbite. Des procédures d'amarrage aux simulations lunaires, chaque étape les rapprochait du but final. Mais à chaque progrès, les dangers augmentaient et les possibilités d'échec devenaient plus effrayantes. Le vaisseau spatial lui-même était un exploit d'ingénierie, composé de 3 éléments essentiels. La puissante fusée Saturn V fournissait l'énergie nécessaire pour échapper à la gravité terrestre. Avec une poussée équivalente à celle de 85 barrages Hoover, le module de commande Columbia servait de maison, de centre de contrôle et d'unique moyen de retour pour les 3 astronautes. Enfin, le module lunaire Eagle était conçu pour se détacher de Columbia et transporter 2 hommes vers la surface lunaire en laissant un 3e derrière. Cet homme laissé en arrière était Michael Collins. Et son rôle allait se révéler bien plus exigeant psychologiquement que prévu. Que se passe-t-il dans votre esprit lorsque vous réalisez qu'un astronaute a été laissé seul en orbite autour de la Lune pendant que les 2 autres entraient dans l'histoire à la surface? Dites-le moi en commentaire et discutons-en ensemble. Le 20 juillet 1969, l'histoire a basculé. Tandis qu'Armstrong et Aldrin descendaient dans Eagle vers la surface lunaire, Collins tournait seul dans Columbia à près de 3700 miles par heure. Le monde voyait un triomphe. Mais Collins vivait une toute autre réalité. Armstrong et Aldrin passèrent 2 heures et demie sur la Lune à réaliser des expériences, recueillir des échantillons et planter le drapeau américain. 650 millions de personnes les regardaient à la télévision devenir les premiers humains à marcher sur un autre monde. Pendant ce temps, Collins traversait ce qu'il décrira plus tard comme l'expérience la plus terrifiante de sa vie. L'alunissage n'était que le début de son épreuve. Le module lunaire devait redécoller et rejoindre Columbia avec une précision parfaite. Si le moteur de remontée échouait ou si les calculs étaient faux, Armstrong et Aldrin resteraient bloqués sur la Lune pour toujours. Collins devrait alors rentrer seul, portant le poids de leur mort et de l'échec du plus grand exploit humain. Après 21 heures à la surface, l'étage supérieur de Eagle s'alluma pour remonter. Collins observait avec anxiété, conscient que tout dépendait de cet instant. Il n'y avait aucun plan de secours ni mission de sauvetage. Lorsque Eagle s'amarra avec succès à Columbia, Collins ressentit un immense soulagement. Pourtant, la peur, la solitude et la responsabilité écrasante laissèrent des marques profondes qui le poursuivirent pendant des décennies. Tandis que 2 hommes entraient dans l'histoire à la surface, un homme menait son combat silencieux en orbite. Un combat que peu de personnes peuvent imaginer. Michael Collins, né en 1930 à Rome dans une famille militaire, a grandi dans la discipline et le sens du devoir. Diplômé de West Point en 1952, il servit comme pilote de chasse pendant la guerre de Corée. Collins n'était pas un simple passager d'Apollo 11, mais un pilote d'essai et ingénieur hautement qualifié. Ses années d'entraînement rigoureux et son vol spatial précédent sur Gemini 10, où il réalisa 2 sorties dans l'espace, avaient démontré ses compétences. Pourtant, rien ne l'avait préparé au défi psychologique d'Apollo 11. Contrairement à Armstrong et Aldrin qui partageaient l'expérience lunaire, Collins affrontait son épreuve totalement seul. Pendant 48 minutes à chaque orbite, lorsque Columbia passait derrière la Lune, il était coupé de tout contact, plus isolé que quiconque auparavant.
Ses responsabilités techniques étaient complexes et vitales. Il devait maintenir les systèmes de Columbia, calculer les trajectoires de rendez-vous et préparer les manœuvres d'amarrage qui détermineraient la survie de ses coéquipiers. Chaque décision pouvait mener au succès ou à la tragédie. Le poids psychologique faillit le briser. Collins se préparait mentalement au pire, revenir sur Terre seul. Il répétait les mots qu'il devrait dire aux familles d'Armstrong et d'Aldrin et imaginait affronter les médias du monde entier pour expliquer comment les héros avaient été laissés à mourir pendant qu'il orbitait au-dessus. Cette préparation mentale était à la fois un devoir professionnel et une forme de torture intérieure nécessaire pour envisager le pire scénario. Avant de continuer, j'ai une petite demande de 10 secondes pour vous tous qui écoutez. Si vous voulez me soutenir, activez la cloche de notification et abonnez-vous. Cela aide énormément la chaîne, et si vous le faites, je ferai tout pour rendre cette émission encore meilleure pour vous. Marché conclu. Alors que le monde observait Armstrong et Aldrin, Collins accomplissait l'un des rôles les plus exigeants de l'histoire des vols spatiaux. En tant que pilote du module de commande, il était bien plus qu'un simple pilote. Il était la ligne de vie, le gardien et le seul espoir du retour en sécurité de ses coéquipiers. Le désamarrage était risqué. Collins devait séparer Eagle de Columbia avec précision, en s'assurant que les deux appareils étaient correctement positionnés pour la descente lunaire. Une seule erreur aurait pu faire tourner Eagle de façon incontrôlée ou endommager le système d'amarrage indispensable à leur retrouvailles. Après le départ de Eagle, Collins entra dans une phase qu'il décrivit plus tard comme à la fois calme et effrayante. Seul dans Columbia, il surveillait les systèmes essentiels, restait en contact avec le centre de contrôle et se préparait aux rendez-vous complexes à venir. Le rendez-vous et l'amarrage représentaient les étapes les plus techniques de la mission. Collins calculait des orbites précises, chronométrait parfaitement les mises à feu des moteurs et guidait Columbia pour intercepter Eagle à son retour de la Lune. La marge d'erreur était presque inexistante. Mais le fardeau le plus lourd restait psychologique. Collins savait que si le moteur de remontée échouait, Eagle ne pourrait pas revenir, et il ferait face à un choix impossible. Tenter un sauvetage au risque de toutes les vies ou rentrer seul sur Terre. La NASA l'avait préparé avec des plans d'urgence et même des mots à prononcer. Pourtant, aucune formation ne pouvait atténuer l'horreur d'abandonner potentiellement ses coéquipiers à la mort. Cette réalité le hantait sans cesse. Chaque perte de signal radio, chaque silence venant de la Lune augmentait son angoisse. Il vivait dans la peur constante que la mission se termine en catastrophe. Mais la pression technique n'était rien comparée au poids écrasant du silence et de l'isolement que Collins allait subir derrière l'ombre lunaire. Bax. Le défi psychologique le plus difficile pour Collins survenait lorsque Columbia passait derrière la Lune. Pendant 48 minutes sur chaque orbite de 2 heures, la Lune bloquait tous les signaux radio, laissant Collins totalement isolé. Aucun contact avec le centre de contrôle, aucune communication avec Armstrong et Aldrin, aucun lien avec les milliards de personnes sur Terre. Ce n'était pas seulement un isolement physique, mais une solitude profonde et existentielle. Il se trouvait plus loin de son foyer que quiconque auparavant, tournant autour d'un monde sans vie dans un silence absolu. L'impact fut intense et durable. Durant ces coupures, Collins affrontait seul ses peurs les plus profondes. Il ne pouvait pas savoir si Armstrong et Aldrin étaient en sécurité, ni si la mission réussissait. Aucun message n'arrivait, le laissant seul avec ses pensées, ses craintes et son immense responsabilité. La face cachée de la Lune renforçait ce sentiment. Contrairement à la face visible familière, c'était un paysage dur, rempli de cratères et privé de lumière solaire. Ce monde mort et étranger semblait représenter la possibilité d'un désastre. Collins décrivait ces moments comme à la fois terrifiants et étrangement paisibles. La peur venait de l'isolement et de l'incertitude concernant le sort de ses coéquipiers et l'état de la mission. Pourtant, il trouvait aussi une forme de calme dans le silence et la vue impressionnante du cosmos. Les variations extrêmes de température augmentaient encore la tension. Sur la face sombre, elle chutait à moins 250 degrés Fahrenheit, tandis que du côté éclairé, elle montait à plus 250. Il savait que seules les parois fines de Columbia le séparaient de la mort dans l'espace. Le plus troublant était de savoir que si les systèmes échouaient ou s'il devenait incapable d'agir, aucun secours ne viendrait. Il mourrait seul, tandis que ses coéquipiers resteraient bloqués sur la Lune. Ce poids insupportable définissait son épreuve. Pour comprendre l'épreuve psychologique de Collins,
Il faut saisir les défis techniques et les risques de la mission. Apollo 11 a poussé la technologie et la résistance humaine à leurs limites, avec de nombreuses possibilités de catastrophes. Le premier défi était la coupure des communications. Les ondes radio ne traversent pas un objet solide comme la Lune, donc tout appareil situé sur sa face cachée était isolé de la Terre pendant presque 1 heure à chaque orbite. Pour Collins, c'était un cauchemar. Durant ces périodes, il ne savait pas si Armstrong et Aldrin étaient en vie ni si la mission avançait. Cette incertitude était écrasante. Le deuxième défi était l'environnement lunaire extrême. La surface était couverte de roches tranchantes, de cratères profonds et d'une poussière fine capable d'endommager les équipements. Les températures variaient de moins 250 degrés Fahrenheit dans l'ombre à plus 250 degrés Fahrenheit au soleil. Chaque mouvement, chaque atterrissage, chaque marche et chaque décollage comportait un danger. La moindre panne condamnait les astronautes sans espoir de secours. Le troisième défi était la connaissance limitée de la Lune. En 1969, seules des images floues de sondes automatiques existaient. Personne ne connaissait précisément l'état du sol ni les dangers de l'atterrissage. Collins savait que ses coéquipiers affrontaient des risques inconnus, ce qui augmentait son stress à chaque minute passée à la surface. Le quatrième défi concernait le rendez-vous et l'amarrage complexe. Collins devait effectuer des manœuvres orbitales parfaites pour rejoindre Eagle revenant de la Lune. Le timing, les calculs et l'exécution devaient être irréprochables. Il estimait les chances de réussite à 1 sur 2. Il vivait avec l'idée qu'il pourrait devoir rentrer seul. Une torture mentale difficile à supporter. Peut-être le plus lourd fardeau était le regard du monde entier. Apollo 11 représentait la réussite humaine et la puissance américaine. Un échec ne signifiait pas seulement la mort de ses compagnons, mais aussi l'effondrement d'un rêve et de la confiance dans l'exploration spatiale. Ce poids était presque insupportable. Et pourtant, au milieu de ces conditions extrêmes, Collins fit face à quelque chose d'encore plus profond, un changement radical dans sa vision de la Terre et de l'humanité. Pendant ses orbites solitaires derrière la Lune, Collins vécut une expérience que personne n'avait connue auparavant. Coupé de la Terre et de tout signe familier de vie, il n'entendait que le léger bruit des systèmes de Columbia. Par le hublot, la Terre ressemblait à une petite sphère bleue fragile flottant dans l'espace infini. Une image puissante et durable, mais la face cachée de la Lune était inquiétante. Contrairement à la face visible, elle apparaissait comme un désert froid et criblé de cratères. Hostile et sans vie, Collins avait l'impression de contempler la mort elle-même, un rappel brutal de la rareté et de la valeur de la vie. Son isolement provoqua un changement de perception aujourd'hui appelé effet de survol. Il voyait la Terre non plus comme un ensemble de nations divisées, mais comme un organisme fragile tentant de survivre dans un univers dur. Les conflits politiques semblaient insignifiants à 240 000 miles de distance. Cette prise de conscience était à la fois éclairante et effrayante. Collins savait que s'il rentrait seul, il porterait la responsabilité d'expliquer la vulnérabilité et les pertes de l'humanité. Le silence était total, seulement interrompu par les bruits mécaniques de Columbia. Son esprit commençait à imaginer des voix, le poussant à parler seul pour rester lucide et répéter les mots qu'il devrait peut-être prononcer. L'isolement le transforma. Il devint plus dur et plus détaché. Acceptant l'idée impensable d'abandonner ses amis, Collins comprit que l'exploration spatiale oblige à affronter les aspects les plus sombres de la nature humaine. L'univers reste indifférent aux espoirs, aux souffrances et aux prières, totalement impitoyable. Lorsque Columbia ressortit de derrière la Lune, Collins assista au lever de la Terre. Cette petite sphère bleue et blanche apparaissant au-dessus de l'horizon lunaire. Cette vision spectaculaire lui apporta un court soulagement face à son tourment intérieur. Pendant quelques instants, il put oublier les dangers, la responsabilité et simplement admirer le voyage. Pourtant, cette image renforça aussi son isolement. Ce monde fragile contenait tout ce qu'il aimait. Sa famille, ses amis et sa vie entière. S'il échouait à ramener Armstrong et Aldrin, il devrait les affronter tous et expliquer son échec. Son effet de survol fut intense et presque traumatisant à cause de sa solitude. Il voyait la Terre non seulement depuis l'espace, mais comme le possible survivant unique de la plus grande aventure humaine. Il comprit qu'Apollo dépassait la rivalité politique, c'était le premier pas de l'humanité vers le cosmos, vécu au milieu d'une responsabilité terrifiante. Cette prise de conscience lui donna le sentiment d'être le gardien de la civilisation humaine. Si ses coéquipiers mouraient, il serait seul pour raconter l'histoire et façonner la mémoire des générations futures. L'honneur était immense,
mais la peur et la culpabilité l'écrasaient. Au cours de ses orbites solitaires, Collins comprit la fragilité de l'humanité dans un univers immense et indifférent. Nous sommes des explorateurs dans un cosmos froid, exposés à une destruction soudaine. Cette vision influença plus tard son soutien à l'exploration spatiale comme essentielle à la survie humaine. La Terre étant une petite oasis dans un vaste désert, pourtant, durant ces heures sombres, ses réflexions ne lui apportaient que peu de réconfort. Collins affrontait une solitude et une responsabilité que rien ne pouvait apaiser. Découvrant que l'esprit humain souffre sous de telles pressions, un prix psychologique élevé pour nos ambitions cosmiques. Abonnez-vous maintenant pour découvrir d'autres histoires cachées derrière les plus grands moments de l'histoire. Car le véritable héroïsme se trouve souvent au-delà de ce que l'on voit. Au cœur du tourment de Collins pendant des décennies, se trouvait un secret qu'il garda même pour sa famille. Tandis que le monde célébrait l'alunissage, il luttait contre une peur intime, celle de devoir abandonner Armstrong et Aldrin sur la Lune. Le protocole de la NASA était clair. Si le module lunaire ne revenait pas, Collins devait rentrer seul sur Terre plutôt que risquer toute leur vie. Mais aucune formation ne pouvait préparer à la réalité psychologique d'un tel choix. Pendant ses orbites solitaires, il répétait mentalement le moment où il devrait allumer les moteurs de Columbia et laisser ses compagnons mourir. Cette préparation semblait rationnelle mais effrayante. Il comprenait qu'une tentative de sauvetage tuerait probablement les trois, mais émotionnellement, le coup était inimaginable. Il affrontait la vérité brutale que l'instinct de survie pourrait l'emporter sur l'amitié et la loyauté. Obsédé par l'idée de son retour en solitaire, Collins calculait le carburant, répétait les messages radio et imaginait ses explications au monde, de façon troublante. Il réalisa que si Armstrong et Aldrin mouraient, il serait à la fois survivant et témoin de l'histoire, une dualité douloureuse. Cela brisa l'image qu'il avait de lui-même. L'isolement et la pression révélèrent une facette plus froide et plus dure. Capable de sacrifier des amis pour survivre, il s'imaginait vivre avec le poids de leur mort et la honte de l'abandon. Une partie de lui espérait même que les circonstances imposeraient ce choix. Pour éviter la culpabilité d'avoir décidé, cette haine de soi le poursuivit pendant des années, montrant comment une pression extrême peut transformer même les plus loyaux en quelqu'un de méconnaissable. Le moment qui allait marquer la vie de Collins survint lors de la remontée de Eagle depuis la surface lunaire. En regardant par le hublot de Columbia, il aperçut un point lumineux s'élever du sol. L'étage supérieur ramenant Armstrong et Aldrin en orbite. Pour Collins, cet instant signifiait à la fois le salut et une épreuve morale. Le succès du décollage prouvait que ses coéquipiers étaient en vie et que le rendez-vous était possible. Mais cela signifiait aussi qu'il devrait vivre avec la conscience de ce qu'il avait été prêt à faire si la situation avait été différente. Les manœuvres de rendez-vous et d'amarrage furent techniquement parfaites, mais émotionnellement bouleversantes. En voyant Eagle s'approcher, Collins faisait face aux deux hommes qu'il avait envisagé d'abandonner. Armstrong et Aldrin étaient heureux, impatients de partager leur expérience, sans savoir l'enfer intérieur qu'il avait traversé. Il conserva son calme professionnel pendant l'amarrage et le voyage de retour. Mais intérieurement, il était brisé. Le soulagement d'avoir ses compagnons en sécurité se mêlait à la honte et à la culpabilité qui le hanteraient longtemps. La réussite d'Apollo 11 fut célébrée dans le monde entier comme un sommet de l'humanité. Collins participa aux cérémonies et aux interviews, mais il se sentait imposteur. Tandis que le public le voyait comme un héros, lui connaissait la vérité de ses pensées. Les conséquences psychologiques furent dures. Il souffrit de symptômes que l'on reconnaîtrait aujourd'hui comme un stress post-traumatique, mais en 1969, peu comprenaient ses effets chez les astronautes. On attendait de lui qu'il soit un héros, pas un homme blessé par son esprit. Collins se retira peu à peu de la vie publique, refusant de nombreuses invitations. Parler de la mission ravivait sa honte secrète. Lorsque les gens louaient son courage, il avait l'impression de tromper tout le monde. L'isolement vécu derrière la Lune continua après son retour. Il se sentait distant de sa famille, de ses collègues et de la société. L'homme revenu de la Lune n'était plus celui qui avait quitté la Terre, et il peinait à réunir ces deux identités. Pendant des décennies, il porta ses poids en silence. Il n'osait pas en parler à son épouse, craignant son regard. Il ne voulait pas détruire l'image que ses enfants avaient de leur père. Il ne se confiait pas à la NASA, de peur d'abîmer sa réputation. Avec les années, le secret devint plus lourd. Il voyait les autres astronautes célébrés comme des héros, sachant qu'ils cachaient une vérité sombre
Il se percevait comme un mensonge vivant, un faux héros dont la vraie nature avait été révélée dans l'ombre lunaire. Son combat fut aggravé par l'évolution de l'image publique d'Apollo. Les alunissages étaient considérés comme le plus grand exploit humain. Collins savait que son histoire révélerait une réalité psychologique plus sombre de l'exploration spatiale. Le tournant arriva des décennies plus tard. Alors qu'il approchait de la fin de sa vie, porter ce secret était devenu insupportable. Et il comprit qu'il devait parler avant qu'il ne disparaisse avec lui. Décider de dire la vérité fut peut-être l'acte le plus courageux de son existence. Après plus de 50 ans, Michael Collins révéla enfin son secret. Admettant qu'il s'était préparé mentalement à abandonner ses coéquipiers sur la Lune, cette confession surprit beaucoup de personnes et changea la perception de la mission Apollo 11. Son témoignage montra que l'exploration spatiale ne concerne pas seulement la technologie, mais aussi la confrontation avec les parties les plus sombres de la nature humaine. Elle enlève les illusions et révèle ce que nous sommes face à des choix impossibles. L'histoire de Collins enseigne que l'héroïsme ne signifie pas être parfait ou sans peur, mais lutter entre le bien et le mal et choisir d'accomplir son devoir. Même prêt à les laisser, Collins remplit parfaitement sa mission et ramena Armstrong et Aldrin en sécurité. Son secret longtemps gardé devint un héritage pour l'humanité en révélant les défis psychologiques et moraux du voyage spatial, alors que de nouvelles missions vers la Lune et Mars se préparent. Son expérience nous rappelle de préparer nos esprits autant que nos technologies. Collins s'est éteinte en 2021, enfin apaisé après avoir partagé son histoire. Son héritage témoigne du véritable prix de l'exploration. Courage, peur, solitude et complexité humaine. Apollo 11 reste l'un des plus grands exploits de l'humanité, grâce à Collins. Nous comprenons qu'il fut aussi une exploration profonde de l'esprit humain, la solitude derrière la Lune reflétant à la fois l'héroïsme et l'horreur présents en chacun de nous.